C'est quand même un défi parce que c'est un sujet très vaste, un sujet la littérature du 19e siècle, du 20e et du 21e en fait. Donc sur deux jours, pendant une heure cette fois-ci, une heure la prochaine fois, c'est quand même assez complexe et donc je vais essayer aujourd'hui de parler de la littérature française du 19e siècle en faisant un parcours des, des mouvements les plus importants du 19e siècle avec certains auteurs et on s'arrêtera sur certains textes, des fragments de textes bien sûr, pour voir comment la question de l'identité a évolué dans la littérature, comment elle est inscrite dans les mouvements et les textes. Alors, voilà, je vous mets le PowerPoint. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous avez le PowerPoint, vous le voyez? Oui, très bien. Très bien. Donc, je partirai de l'idée que l'identité se définit par rapport à l'autre. Dans le stade du miroir, Lacan montre que c'est l'image de l'autre que l'on reconnaît comme soi qui nous octroie une identité. On se reconnaît dans le miroir, dans un groupe, dans une communauté. Les identités sont multiples en fait, physiques, sexuelles, politiques, psychiques, spirituelles, de classe. Il y a donc dans toute quête de l'identité une recherche de cet autre que nous voulons être. Ce serait un peu comme trouver le Graal, c'est-à-dire trouver le masque que nous pouvons assumer comme le nôtre et que nous acceptons de porter face aux autres et face à nous-mêmes. On pourrait dire que la quête identitaire dans les lettres françaises apparaît de façon systématique avec l'œuvre pré-romantique de Jean-Jacques Rousseau et de façon plus précise avec Julie ou la nouvelle Héloïse, euh, publiée en 1761, qui est un roman épistolaire qui consacre le jeu comme point d'ancrage d'un discours personnel qui se cherche et qui cherche l'autre au fil des interactions. Du jeu de l'un au jeu de l'autre, c'est un aller-retour dans deux mondes éloignés, opposés, inconciliables, celui de l'aristocratie et celui du petit peuple, l'amour devenant le lien qui devrait permettre de remettre en cause les identités définitives. Mais Rousseau écrit dans un siècle qui privilégie la raison, et il faudra attendre les textes Chateaubriand de Madame de Staël pour assister à la naissance d'un jeu débridé, véhicule des passions, et qui va ouvrir la voie au romantisme. René de Chateaubriand est un exemple d'un romantisme, pour dire extrême. Le personnage ressemble énormément à l'auteur, sans que l'on puisse parler d'une œuvre autobiographique. Mais la subjectivité est au cœur de l'écriture, et c'est par le jeu que s'exprime la souffrance de toute une génération en quête de sens. René est perdu dans un monde qu'il ne comprend pas et ne trouve plus aucune raison de vivre. Je me suis lassé de la vie avant d'avoir vécu, dit-il. Le mal du siècle est la conséquence d'une crise de l'identité. Les jeunes aristocrates se retrouvent au début du 19e siècle entre les valeurs du passé et les bouleversements de la société dans laquelle ils vivent. Ils ont le sentiment d'être abandonnés et ils y répondent par le refus de vivre. Ici, vous voyez un extrait de cette œuvre René, qui est un moment très important dans le texte. Je lis ce texte-là. Hélas, c'est René qui parle, hélas, j'étais seul sur la terre.
Une langueur secrète s'emparait de mon corps. Ce dégoût de la vie que j'avais ressenti dès ma plus tendre jeunesse revenait avec une force nouvelle. Bientôt, mon cœur ne fournit plus d'aliments à ma pensée et je ne m'apercevais de mon existence que par un profond sentiment de malaise et d'ennui. Je luttais quelque temps contre mon mal, mais avec indifférence et sans avoir la ferme résolution de le vaincre. Enfin, ne pouvant trouver de remède à cette étrange blessure de mon cœur, qui n'était nulle part et qui était partout, je résolus de quitter la vie. Voilà, la solitude, l'ennui, le dégoût des choses quotidiennes apparaissent chez tous les premiers personnages romantiques. René, mais aussi Obermann, le personnage de Senancour en 1806, Adolphe, le personnage de Benjamin Constant en 1816, ou Octave, le personnage de Musset dans Les Confessions d'un enfant du siècle en 1836. Tous très jeunes et tous déchirés entre le rêve et la réalité. Avec les Mémoires d'outre-tombe, Chateaubriand va mélanger l'autobiographie et la fiction pour tenter de donner un sens à son passé, de fixer une image de lui-même. L'écriture, pour lui, comme pour les romantiques qui le suivront, sera une tentative de reconstruction de l'identité, une manière de lutter contre le vide intérieur. Un vide qui traverse les récits de Madame de Staël. Dans Delphine, publié en 1802, et Corinne ou l'Italie, publié en 1807, Madame de Staël propose deux figures féminines qui lui servent d'appui à ses réflexions sur la condition des femmes. Madame de Staël montre comment, malgré la Révolution, les femmes continuent à être soumises au patriarcat. Ces deux figures incarnent des femmes libres, intelligentes, amoureuses d'hommes qui n'acceptent pas leur liberté, qui ont peur d'elles. Delphine, incomprise de la société, finit par se suicider. Corinne, incomprise de l'homme qu'elle aime, meurt dans la plus complète des solitudes. Ces premiers héros et héroïnes introduisent dans la littérature française le thème du vague à l'âme, d'une jeunesse oisive sans futur, prise entre le rêve et la réalité, entre le jeu et la société. Et ils ouvrent la porte au mouvement romantique. Il faut pourtant distinguer dans ce mouvement romantique le jeu d'Alphonse de Lamartine et de celui de Victor Hugo. Celui de Lamartine cherche plutôt les cris du cœur et se part d'inquiétudes spirituelles et de questionnements sur le vide, sur la mort. Sa poésie, qu'il nomme Méditation, est une quête de l'intime. Le jeu qui apparaît est un jeu larmoyant. Je vous mets un exemple d'un poème très connu de Lamartine, peut-être l'un des plus connus, qui a été repris même par Tintin dans un de ses livres, où on a certains de ses vers, même Flaubert dans Madame Bovary joue sur un passage de ce poème, tellement il est significatif et symbolique. Pardon. Voilà. Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. C'est un jeu du souvenir, de la nostalgie, d'un passé révolu. Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, que les parfums légers de ton air embaumé, que tout ce qu'on entend, qu'on voit ou l'on respire, tout disent. Ils ont aimé. Alors que les vers de Victor Hugo cherchent plutôt à briser les carcans de l'espace institutionnel. La quête qu'il mène veut s'allier à la communauté. Elle est politique, on pourrait dire. Elle intègre le peuple. Le jeu hugolien est un jeu batailleur. D'ailleurs, Hugo provoque dès le départ avec sa pièce Hernani. Voici le début La serie Hernán trata de la vida del conquistador español Hernán Cortés desde su llegada a la costa mexicana. C'est Alexa qui a dû entendre un mot-clé et qui se met
Voilà, donc avec Hernani, il provoque, dès le début de la pièce, on voit que ses premiers vers, c'est Doña Josefa Duarte qui dit « Serais-je déjà lui? C'est bien à l'escalier, dérobé, vite ouvrons, bonjour beau cavalier ». Ce qui est ici intéressant, c'est que si on regarde les Alexandrins, puisque les pièces de théâtre, de tragédie étaient écrites en alexandrin, ce que fait ici Victor Hugo, c'est disloquer le rythme de l'alexandrin. Serait-ce déjà lui? C'est bien à l'escalier, ce serait le premier alexandrin. Dérobé, vite ouvrons, bonjour beau cavalier, ce serait le second alexandrin. Mais avec ce dérobé qui est répété en début de vers, c'est l'identité d'une époque qui s'écroule. L'alexandrin, bafoué de cette façon, est une claque à la tradition et à l'aristocratie. C'est le peuple, jusque-là mis de côté, qui surgit de façon inattendue. La bataille d'Hernani est l'espoir des romantiques qui s'insurgent contre l'institution littéraire, contre ce qu'on appelait les anciens. Victor Hugo ose dire en quelque sorte, à partir de maintenant, nous sommes libres. C'est ce qu'il avait déjà écrit dans sa préface, dans la préface à Cromwell, quelques années avant, en 1827. Voilà ce qu'il écrivait dans cette préface. Si nous avions le droit de dire quel pourrait être à notre gré le style du drame, nous vaudrions un vers libre, franc, loyal, osant tout dire sans pruderie, tout exprimer sans recherche, passant d'une naturelle allure de la comédie à la tragédie, du sublime au grotesque, tour à tour positif et poétique, tout ensemble artiste et inspiré, profond et soudain, large et vrai, sachant briser à propos et déplacer la césure pour déguiser sa monotonie d'alexandrin. Plus ami de l'enjambement qui l'allonge que de l'inversion qui l'embrouille. Fidèle à la rime, cette esclave reine, cette suprême grâce de notre poésie, ce générateur de notre maître, inépuisable dans la variété de ses tours, insaisissable dans ses secrets d'élégance. De plus, le génie de Victor Hugo apparaît dans ce choix. Le sens de dérober, c'est à plusieurs sens. Prendre d'une façon furtive ce qui appartient à autrui. Ce serait subtiliser, voler. Mais c'est aussi obtenir quelque chose par des moyens peu honnêtes, dérober un secret. C'est aussi masquer, dissimuler. Et finalement, c'est cacher ou éloigner de quelqu'un. Donc, Hugo provoque la salle avec ce mot qui montre ses intentions d'occuper une place qui était jusque-là celle des classiques, celle des anciens. Cependant, tous les romantiques ont traité les mêmes thèmes. L'amour, fatalité, passion, désespéré, souvent en parallèle avec la mort, la fuite du temps, qui va déboucher sur une mélancolie maladive, que l'on va appeler bientôt le mal du siècle. Le célèbre voyageur au-dessus de la mer des nuages de Caspar David Friedrich est seul dans la nature et sa quête est silencieuse, mais tournée vers l'abîme. Celui qui poussera le plus loin la métaphore du vide sera sans doute Baudelaire, qui, avec le spleen, comprendra la maladie de cette société formée par des jeunes aristocrates dont les parents ont été privés de leurs biens et qui se retrouvent sans ressources pour mener une vie d'artiste. Baudelaire devra attendre d'être majeur, à l'époque 21 ans, pour pouvoir disposer de la fortune que lui avait léguée son père et que retenait son beau-père, le général Opic, qui voyait comment le futur poète dépensait l'argent que lui prêtait sa mère. La poésie naissait ainsi de la révolte contre cet homme, symbole de la fermeté militaire. L'individu romantique ne sait pas vivre en société. Il est trop sensible pour accepter sans malaise un système qui dénigre les artistes, qui n'exalte que la gloire et la nation.
et oublie de chanter les hymnes à la beauté. Les romantiques vont créer une identité métaphysique pour se tourner vers l'infini. Et ce faisant, c'est une vision intérieure qui apparaît, une profonde réflexion sur les liens entre infini et néant. Baudelaire l'exprime à travers les correspondances, à travers ce poème qui s'appelle Correspondance. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers, comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. La nature place l'homme devant les grands mystères de l'existence. Elle devient refuge pour le moi blessé. Elle est souvent une fuite devant la réalité. Elle ouvre sur le rêve et sur la rêverie, ou sur la folie, comme ce sera le cas pour Gérard de Nerval. Alors il faut fuir ce monde sans attrait. Les romantiques iront découvrir l'Orient, car c'est en te reconnaissant dans l'autre que l'on peut se comprendre soi-même. Lorsque Baudelaire, dans le Spleen de Paris, publié en 1869, écrit le poème « L'étranger », cet autre, c'est déjà lui-même. Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique dit? Ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère? Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. Des amis. Vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu. Ta patrie. J'ignore sous quelle latitude elle est située. La beauté. Je l'aimerais volontiers, déesse et immortelle. L'or. Je le hais, comme vous haïssez Dieu. Et qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger? J'aime les nuages qui passent là-bas, là-bas, les merveilleux nuages. Il s'agit là du premier poème du recueil Le Spleen de Paris, ou les petits poèmes en prose, et c'est un texte dialogué. Pour Baudelaire, l'identité se construit dans le rapport à l'autre. La véritable poésie est dans ce qui est éphémère. Elle est insaisissable. Elle est étrangère. Baudelaire, en fait, est habité par deux forces opposées. L'idéal, l'élévation de l'âme, et ce qu'il appelle le spleen, l'angoisse existentielle, l'ennui, la chute. Cette dualité l'empêche de construire une identité stable, ce qui provoque en lui une crise permanente du moi, tourné tantôt vers Dieu, tantôt vers Satan. Il va exprimer d'une façon très précise la maladie dont souffraient les romantiques, et il va lui donner un nom, ce nom de spleen. Il y a plusieurs poèmes qui s'appellent spleen dans Les Fleurs du Mal. Je suis comme le roi d'un pays pluvieux, riche mais impuissant, jeune et pourtant très vieux, qui de ses précepteurs méprisant les courbettes, s'ennuie avec ses chiens comme avec d'autres bêtes. Rien ne peut l'égayer, ni gibier, ni faucon, ni son peuple mourant en face du balcon. Du bouffon favori, la grotesque balade, ne distrait plus le front de ce cruel malade. Son lit fleur d'Élysée se transforme en tombeau, et les dames d'Atour, pour qui tout prince est beau, ne savent plus trouver d'impudique toilette. Pour tirer un souris de ce jeune squelette, le savant qui lui fait de l'or n'a jamais pu de son être extirper l'élément corrompu. Et dans ces bains de sang qui des Romains nous viennent, et dont sur leurs vieux jours les puissants se souviennent, il n'a su réchauffer ce cadavre hébété où coule, au lieu de sang, l'eau verte du l'été. Donc, pour échapper au spleen, pour Baudelaire, il faut s'élever au-dessus du monde matériel, par l'amour, la beauté ou l'art. Il faut être capable de transformer la laideur du réel en beauté. Mais cette élévation est souvent fragile ou illusoire, car le poète est confronté à un choix qui le condamne. Être au-dessus des hommes et vivre éloigné de la société. Donc, incompris et maudit.
ou alors vivre parmi les hommes et assumer que, comme il le dit dans le poème très connu de l'Albatros, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Mais avant tout, Baudelaire refuse l'hypocrisie bourgeoise, les rôles imposés par la société. Il se revendique libre penseur, dandy, artiste à contre-courant, comme le fera Flaubert, Gustave Flaubert, dès 1857, lorsqu'il publiera Madame Bovary, après un voyage en Orient. On lui attribue cette phrase qu'il n'a en fait jamais écrite. Madame Bovary, c'est moi. Mais comme disent les Italiens, si non è vero è ben trovato, parce que ce roman, qui avec Les Fleurs du Mal de Baudelaire, publié la même année, certifie d'une certaine manière la fin du romantisme, ou en tout cas des excès romantiques, est l'histoire d'un apprentissage identitaire. Celui du personnage, Charles Bovary, qui ouvre le livre en présentant de lui une image pitoyable et qui le ferme dans un pathétique où pointe l'ironie. Je voudrais vous montrer cette fin qui est un peu longue, que j'ai coupée par certains endroits, mais c'est intéressant de voir comment Flaubert organise ce roman, Madame Bovary, qui a pour titre Madame Bovary, mais où peut-être le personnage principal, c'est bien Charles Bovary. En tout cas, ce sont les deux personnages importants du livre, mais Charles ouvre et termine, et ferme le livre. Le lendemain, Charles alla s'asseoir sur le banc dans la Tonnelle. Des jours passaient par le treillis. Les feuilles de vigne dessinaient leurs ombres sur le sable. Le jasmin embaumait. Le ciel était bleu. Des catarides bourdonnaient autour des lys en fleurs. Et Charles suffoquait comme un adolescent sous les vagues effluves amoureuses qui gonflaient son cœur chagrin. À 7 heures, la petite Berthe, qu'il n'avait pas vue de tout l'après-midi, vint le chercher pour dîner. C'est la fille. Il avait la tête renversée contre le mur, les yeux clos, la bouche ouverte, et tenait dans ses mains une longue mèche de cheveux noirs. « Papa, viens donc, dit-elle. » Et croyant qu'il voulait jouer, elle le poussa doucement. Il tomba par terre. Il était mort. 36 heures après, sur la demande de l'apothicaire, M. Canivet accourut. Il l'ouvrit et ne trouva rien. Quand tout fut vendu, il resta 12 francs, 75 centimes, qui servirent à payer le voyage de mademoiselle Bovary chez sa grand-mère. La bonne femme mourut dans l'année même. Le père Rouault étant paralysé, ce fut une tante qui s'en chargea. Elle est pauvre et l'envoie pour gagner sa vie dans une filature de coton. Depuis la mort de Bovary, 3 médecins se sont succédés à Yonville, sans pouvoir y réussir, tant M. Homais les a tout de suite battus en brèche. Il fait une clientèle d'enfer. L'autorité le ménage et l'opinion publique le protège. Il vient de recevoir la croix d'honneur. C'est bien cette fin qui certifie en quelque sorte l'échec du romantisme. Madame Bovary, c'est la femme qui lisait des romans romantiques, qui a voulu avoir une vie dans cette ligne romantique. Charles Bovary, c'est le médecin, donc un esprit plus scientifique, si on veut, mais cette fin devient une mort, enfin la mort qui est évoquée ici, est une mort aussi très romantique. Et donc, Flaubert s'amuse, si on veut, avec beaucoup d'ironie, à montrer comment finalement ceux qui gagnent, ce sont les bourgeois, ce qu'il appelle les bourgeois. Monsieur Homais, il vient de recevoir la croix d'honneur. C'est-à-dire c'est lui qui ferme en fait la dernière phrase, c'est pour lui. C'est ceux qui ne pensent pas aux autres, c'est ceux qui sont dans la haine de la poésie, la haine de la beauté, etc. Charles Bovary et M. Homais, ici, sont mis côte à côte. Mais c'est finalement la réalité on pourrait dire qui l'emporte sur l'idéal. Un peu comme dans Les Fleurs du Mal de Baudelaire aussi. Et donc, c'est la fin d'une époque. Elle ouvre sur de nouvelles identités qui seront définies par le pouvoir, par l'argent.
ce qui conduit à des luttes sociales, mais aussi psychologiques, où le thème du double va fasciner les romanciers. Victor Hugo, avec Jean Valjean dans Les Misérables, Alexandre Dumas, avec Edmond Dantès dans Le Comte de Monte Cristo, mais également Théophile Gautier, avec Mademoiselle de Maupin, dont le personnage sillonne le monde sous le nom de Théodore en quête d'aventure galante, ou Balzac avec la nouvelle Sarrasine, qui joue sur l'ambiguïté sexuelle du personnage de la Zambinella. Les identités multiples apparaissent alors dans les romans au moment où la société privilégie le paraître sur l'être et où les romanciers revendiquent la justice, ou commencent à revendiquer la justice sociale. Mais c'est sans doute avec le « Je est un autre » de Rimbaud, en 1871, qu'une nouvelle conception de l'identité surgit et va imprégner la littérature. Avant d'en venir à cette importante sentence du « Je est un autre », je voudrais comparer deux poèmes qui me semblent fonctionner sur un même mode mettant en jeu l'identité. Le premier est celui de Victor Hugo, que vous connaissez tous, Demain dès l'aube, et le second aussi, le poème de Rimbaud, très connu, Le Dormeur du Val. Le premier 1856, le deuxième 1870. Je lis très vite le poème de Victor Hugo. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour, pour moi, sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Et on peut voir à côté le poème de Rimbaud, 20 ans après, plus ou moins. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu d'or. Il est étendu dans l'herbe sous la nuit, pâle dans son hiver, où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature, berce-le chaudement. Il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Rimbaud a sans doute voulu imiter son maître, Victor Hugo, en reprenant une structure qui fait du lecteur un acteur important de l'effet dramatique du poème. Victor Hugo présente un poème qui, dans un premier temps, pourrait se lire comme un poème amoureux. Ce serait un jeu amoureux qui, loin de sa bien-aimée, va enfin pouvoir se réunir avec elle. Il n'a de cesse d'être à ses côtés. Le « vois-tu, je sais que tu m'attends » renforce cette idée d'union et même de communion, malgré la distance, malgré les difficultés. Mais dès le deuxième quatrain, quelque chose se produit. Et si les 2 premiers vers évoquent la concentration, les 2 suivants, introduits par des rejets, seuls et tristes, orientent le lecteur vers une interprétation moins festive. Et le dernier quatrain montre finalement, dans une progression négative, avec les 2 derniers vers, qu'il s'agit d'un déplacement pour aller sur la tombe de sa fille. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Donc, Victor Hugo joue sur ce qu'on appelle une double isotopie, ou un double champ lexical, qui combine l'amour et la mort, le jeu amoureux et le jeu nostalgique. En fait, ce poème est tiré des Contemplations, qui est un recueil paru en 1856, et se présente comme un poème en même temps, si on veut, d'amour et de deuil. Victor Hugo l'a écrit en hommage à sa fille Léopoldine, décédée le 4 septembre 1843,
il évoque son pèlerinage annuel sur sa tombe. Et la structure répond au double thème et est divisée exactement en deux parties égales, où le 6e et le 7e vers, donc qui se situent à la moitié du poème, opèrent le basculement. Prenons le poème de Rimbaud. Ici, il s'agit d'un sonnet. Donc, la moitié du poème se trouve au 7e vers. Ce vers dort, il est étendu dans l'herbe sous la nuit. Un vers qui commence par un rejet, comme le vers suivant qui commence par pâle, ce qui vient perturber la première lecture qui présentait un soldat, on pouvait croire, en train de dormir. Si tout était lumineux dans la première moitié, trous de verdure, chante follement, haillons d'argent, soleil, montagne fière, rayons, etc., tout dans la seconde moitié évoque la mort. Pâle, la lumière qui pleut, les glaïeuls, l'enfant malade, il a froid, sa poitrine tranquille, les deux trous rouges au côté droit, etc. Rimbaud, comme Hugo, a voulu jouer avec les attentes du lecteur en travaillant sur deux champs lexicaux, celui de la vie, celui de la mort. Mais dans ce poème, dès le titre, est évoquée cette double isotopie. C'est le dormeur, hein, celui qui dort, celui qui meurt. Cette façon de concevoir le poème, en plus du jeu avec le lecteur, suppose une nouvelle théorie du jeu, J-E, littéraire, non plus comme une instance fixe, mais comme un élément producteur du texte. Le jeu perd ainsi son aura démiurgique et devient un simple instrument linguistique permettant de construire le sens. Ce qui est finalement certifié en 1871, et je reviens à ce fameux « je est un autre ». Lorsque j'écris je, J-E, je ne fais donc que créer une instance narrative ou poétique qui va me permettre d'articuler un discours. Mais ce jeu qui inonde les premiers textes romantiques n'est pas nécessairement identique à l'auteur. Dans les études littéraires, on a bien fait la distinction entre auteur et narrateur. Écrire à partir d'un jeu est simplement un choix stratégique. Mais jeu est un autre signifie également que l'identité n'est pas unique, qu'elle n'est pas fixe et que nous sommes influencés et façonnés par les autres, par notre environnement, nos expériences et nos interactions avec autrui. Ainsi, le jeu de l'écriture cumule les expériences vitales et littéraires qui ont abouti à la construction de cette identité. C'est alors que l'on peut concevoir un double jeu, J-E, qui se contredirait lui-même ou qui construirait deux discours opposés. La pseudonymie le permet. Ce serait le cas avec les poésies signées par Isidore Ducasse et les chants de Maldoror présentés sous le nom du comte de Lautréamont. En effet, le poète franco-uruguayen Isidore Ducasse, né à Montevideo, va construire une œuvre où la réflexion sur le mal, qui était à la mode après Baudelaire, et que les poètes dits décadents vont pousser très loin, est indissociable de celle sur le bien. Il publie avec de nombreuses difficultés les chants de Maldoror en 1869, sous donc le pseudonyme du comte de Lautréamont, où il exalte le mal. Le pseudonyme permet de découvrir les différents échos qu'il prête à son jeu, J-E. On peut lire dans Lautréamont, l'autre est amont tes vidéos. Lautréamont tes vidéos, parce que l'autre fait référence au père qui est resté à Montevideo. Mais on pourrait dire aussi que en prenant tout le pseudonyme entier, le comte de Lautréamont, c'est le comte, mais c'est aussi le compte bancaire. Le compte bancaire, c'est-à-dire l'argent. Le compte de l'autre est à Montevideo. C'est-à-dire que l'argent du père, qui lui donne l'argent pour qu'il puisse écrire, est resté à Montevideo. Le jeu est bien redevable au père qui, loin de lui permet de vivre en se consacrant à l'écriture. Mais lorsque ce père apprendra les horreurs que ce premier livre contient, il va cesser de verser l'argent à son fils, qui va devoir lui expliquer
qu'il écrit quelque chose d'autre, de bien plus moral, qu'il va se rattraper. Et ce seront les poésies. Et là, il va les publier sous son vrai nom, Isidore Ducasse. Donc l'identité d'un écrivain est bien ambiguë, puisqu'il se représente comme auteur, narrateur, personnage. Et cette ambiguïté envahit le texte et gomme les différences souvent entre la réalité et la fiction. Le roman réaliste va avoir pour ambition de représenter la vie quotidienne dans toutes ses facettes. Ce sera le Paris de Balzac avec sa comédie humaine, ou plus tard d'Émile Zola avec ses Rougon-Macquart. Mais déjà dans les années 1830, en plein essor romantique, des romans voient le jour qui hésitent entre une double quête identitaire, celle du personnage, encore présenté comme un héros romantique, et celle du paysage, qui est déjà un décor dans lequel le personnage est lié à la société. C'est bien sûr le cas de Stendhal avec Le Rouge et le Noir. L'histoire est connue, c'est celle d'un jeune homme ambitieux, Julien Sorel, qui veut s'élever au-dessus de sa condition. Il n'a que deux possibilités, la carrière militaire ou la carrière religieuse. Julien Sorel apparaît comme un personnage romantique qui voit comment ses rêves sont limités par sa condition sociale et il va devoir trouver la manière de surmonter les obstacles qui se présentent à lui. C'est en même temps une critique de la société de son époque, car il est confronté aux luttes de pouvoir et à l'hypocrisie de l'Église. Ce n'est que par l'amour qu'il pourra progresser, mais là encore, la réalité s'oppose à ses ambitions et il finit par être guillotiné. Le jeu révolutionnaire idéalisé, Julien est un admirateur de Bonaparte, celui qui est représenté par le peintre Jacques-Louis David dans son tableau Bonaparte franchissant le Saint Graal en 1801, est mis à exécution par la réalité et peu de temps après, un autre peintre, Paul Delaroche, proposera en 1848 le même sujet, mais de toute autre façon. Et on voit comment le réalisme va finalement s'imposer par cette image, ces deux images. L'une où l'on voit un Napoléon, un Bonaparte triomphant, avec le cheval, disons, de cette façon qui le montre comme un héros. Et puis, quelques années plus tard, presque 50 ans plus tard, au moment où le romantisme s'est essoufflé, où il commence à disparaître et où le réalisme devient le mouvement important, on voit que Paul Delaroche représente Bonaparte sur un âne et d'une façon beaucoup plus triste et accablée. Avec la diffusion de la presse, le réalisme et les romans feuilletons vont définitivement liquider le romantisme et les romans d'Eugène Sue ou de Ponson du Terrail, qui étaient les auteurs à l'époque très lus, qui proposent un cycle, Ponson du Terrail, à partir du personnage de Rocambole, qui a donné l'adjectif rocambolesque, vont trouver un public lecteur avide d'aventure, à suspense. Lautréamont va se moquer de ces romans feuilletons. Le pseudonyme qu'il choisit est en même temps une déformation d'un livre d'Eugène Sue, dont le titre est La Tréaumont. Il change simplement une voyelle, il déplace le U pour en faire Lautréamont avec les chants de Maldoror. Et avec les chants de Maldoror, Lautréamont propose une œuvre violente qui se présente comme un texte de révolte contre la société, contre la morale. La question de l'identité y est abordée de manière fragmentée, négative et subversive. Maldoror, le personnage, a une identité instable et fuyante. Il apparaît comme un personnage évasif, tantôt comme un homme, tantôt comme une entité monstrueuse, tantôt comme une voix poétique. Et on ne sait pratiquement rien de lui. Il n'a pas de famille, pas d'histoire. Il est en rupture totale avec la société humaine et son identité se construit au fil du texte, des 6 chants qui composent l'œuvre. Mais ce qui le définit, c'est le rejet des normes
imposée par la morale, la religion et la raison. Il sort tout droit de l'univers du marquis de Sade. Maldoror rejette l'humanité. Il a de la haine pour Dieu, pour la morale, pour l'amour même. En définitive, pour la société bourgeoise, la même que critiquait Flaubert ou Baudelaire. Sa quête identitaire passe par le refus de toute appartenance et par une volonté d'être radicalement autre. Il devient animal, poisson, ver, insecte. Les métamorphoses avec lesquelles il se présente au lecteur montrent son dégoût du corps humain et peuvent être comprises comme des moyens d'échapper à une identité imposée par la société. Pour Maldoror, l'identité se construit dans l'excès, dans la violence et par la poésie. Et c'est là que le personnage devient une sorte de symbole de l'acte créateur. L'écriture devient un labyrinthe identitaire. Les pronoms se confondent, la narration est instable, et le personnage déteint sur le lecteur. Il devient le miroir d'une subversion, celle par laquelle le lecteur peut s'inscrire dans le texte, y participer, devenir lui-même aussi sauvage que Maldoror. Lautréamont fait de son personnage un symbole moderne du pouvoir subversif de la littérature. Et d'ailleurs, il le proclame dès l'Incipit, dès le début. Ce sont les premières lignes. Plût au ciel que le lecteur enhardi et devenu momentanément féroce, comme ceux qu'il lit, trouve, sans se désorienter, son chemin abrupt et sauvage, à travers les marécages désolés de ces pages sombres et pleines de poison. Car à moins qu'il n'apporte dans sa lecture une logique rigide et une tension d'esprit égale, au moins, à la défiance, les émanations mortelles de ce livre imbiberont son âme comme l'eau le sucre. Il n'est pas bon que tout le monde lise les pages qui vont suivre. Quelques-uns seuls savoureront ce fruit amer sans danger. Donc, Lautréamont propose un jeu de miroir où les identités textuelles se confondent et finissent par créer du sens, comme si celui-ci devait éclore après un long cheminement poétique, et non, de prime abord, comme l'envisageaient les écrivains réalistes, dans un souci de représentation. Avec les chants de Maldoror, c'est l'idée même de représentation et d'expression qui explose pour imposer une nouvelle manière de penser l'écriture comme création d'un univers unique. On pourrait dire, en reprenant l'opposition de Jean Ricardou dans les années 1960, qu'à partir de Lautréamont, la littérature devient l'aventure d'une écriture, alors qu'elle était conçue jusque-là comme l'écriture d'une aventure. Nous reviendrons dans la partie sur le XXe siècle et XXIe siècle sur cette opposition. À la fin du siècle, ou deuxième moitié du XIXe siècle, avec le naturalisme, et Zola en particulier, une nouvelle identité apparaît. Non plus le peuple, comme chez Victor Hugo dans Les Misérables, mais l'ouvrier. C'est Germinal, en 1885, qui va montrer la problématique de la société industrielle, la montée du socialisme et du syndicalisme, les luttes ouvrières avec tous les conflits de classe et de l'homme face à cette société. Le roman Germinal s'ouvre sur l'arrivée d'Étienne Lantier, un ouvrier au chômage qui arrive dans une ville minière du nord de la France. Il trouve un emploi dans cette mine, au nom symbolique, le Voreux, et découvre la vie misérable des mineurs. Peu à peu, Étienne s'engage politiquement, influencé par les idées socialistes et anarchistes, et Zola montre l'exploitation terrible des ouvriers par les compagnies minières et comment la grève devient la seule arme des exploités. Mais cela suppose la famine, la misère et la violence. Le roman se termine par le symbole de la germination, en fait, la quête d'une identité collective qui puisse en finir avec l'injustice sociale, les inégalités et l'indifférence des classes dominantes. C'est par la conscience politique des ouvriers, dans la lutte des classes, que s'inscrit cette nouvelle identité. Étienne arrive tout seul, le roman termine par cette germination qui est un
un espoir de la collectivité, du collectif. Si le romantisme mettait en scène des personnages d'une noblesse déshérités par la Révolution, n'ayant plus de point de repère, ou des dandys cherchant à épater le bourgeois, le naturalisme va montrer l'importance de la solidarité et l'esprit de classe. Maupassant, qui avait pour maître Flaubert et qui est contemporain de Zola, ne va pas s'engager dans la voie de l'explication scientifique, comme Émile Zola. Dans Pierre et Jean, Maupassant revient sur le thème du double, qui lui est très cher, mais en créant tout un jeu de miroirs. L'histoire est la suivante, si vous ne la connaissez pas. Deux frères, Pierre, l'aîné, qui est médecin, et Jean, le cadet, qui est avocat, vivent paisiblement avec leurs parents au Havre. Un jour, Jean reçoit un héritage d'un ami de la famille, qui s'appelle Léon Maréchal. Pierre, jaloux, commence à soupçonner une liaison passée entre Maréchal et leur mère. Sinon, pourquoi a-t-il donné toute sa fortune à son frère et pas à lui? Et il découvre peu à peu la vérité sur la naissance de Jean, ce qui bouleverse son équilibre psychologique. Pour Pierre, son frère Jean est un double idéal, ce qu'il aurait voulu être. On pourrait même, en forçant le titre, au lieu de Pierre et Jean, on pourrait interpréter Pierre est Jean, du verbe être. Mais l'héritage va venir bouleverser sa vie et va augmenter l'image qu'il n'aime pas de lui, comme l'autre monstrueux qui ne peut pas être le préféré. Ce choc crée une fissure identitaire. Pierre doute de sa place, de sa valeur. Tout dans ce roman est double et contribue à ce que le lecteur réfléchisse sur ce que suppose la notion d'identité entre nature et culture. Le roman se passe au Havre, qui est un port ouvert sur l'ailleurs. La mer est à la fois refuge et danger. Cette mer omniprésente dans le livre est également à lire comme la mer, M-E-R-E. C'est à la mer que les deux frères sont confrontés. Jean la protège, Pierre la torture en voulant découvrir la vérité. À la fin du roman, Pierre part, abandonne la famille sur un grand bateau. Il quitte sa famille comme il quitte son identité, mais peut-être pour reconstruire ailleurs une nouvelle identité loin de la mer. Loin de la mer M-E-R, loin de la mer M-E-R-E. Maupassant utilise des symboles puissants sur le miroir, la mer, la maison, pour exprimer cette crise d'identité profonde. Pierre et Jean illustrent la complexité du moi, toujours en tension entre les apparences, la vérité et le regard des autres. À la fin, avec le départ de Pierre, le double disparaît et l'équilibre est rétabli. Bien sûr, une interprétation psychanalytique est possible. En s'éloignant de la mer, Pierre renonce à son projet monstrueux qui traverse tout le livre, à savoir le fantasme d'une relation incestueuse. Lisez ou relisez le roman et vous verrez comment Pierre, dès le début du livre, remplace symboliquement le père, très vite absent, et agresse sa mère comme un homme jaloux. Le départ est alors à lire comme une séparation pour éviter le passage à l'acte. Et d'ailleurs, la fin du roman est assez extraordinaire. Je l'ai coupée parce qu'elle est très longue, mais je me permets de lire quand même cette fin. Haut comme une montagne, rapide comme un train, le navire maintenant passait presque à toucher la perle qui est la petite barque qui qui était au début du roman. Et donc il y a cette espèce de confrontation entre le gros paquebot et la petite barque. Et Madame Roland, éperdue, affolée, tendit les bras vers lui. Et elle vit son fils Pierre, coiffé de sa casquette galonnée, qui lui jetait à deux mains des baisers d'adieu. Mais il s'en allait, il fuyait, disparaissait, devenu déjà tout petit, effacé comme une tache imperceptible sur le gigantesque bâtiment. Elle s'efforçait de le reconnaître, encore, et ne le distinguait plus. Le paquebot, en effet, diminuait de seconde en seconde, comme s'il eût fondu dans l'océan.
Madame Roland, tournée vers lui, le regardait s'enfoncer à l'horizon, vers une terre inconnue, à l'autre bout du monde. Sur ce bateau que rien ne pouvait arrêter, sur ce bateau qu'il n'apercevrait plus tout à l'heure, était son fils, son pauvre fils, et il lui semblait que la moitié de son cœur s'en allait avec lui. Il lui semblait aussi que sa vie était finie. Il lui semblait encore qu'elle ne reverrait jamais plus son enfant. Comme ils allaient quitter le quai et prendre le boulevard François Ier, sa femme se retourna, encore une fois, pour jeter un dernier regard sur la haute mer. Mais elle ne vit plus rien qu'une petite fumée, grise, si lointaine, si légère, qu'elle avait l'air d'un peu de brume. On pourrait dire qu'il y a un excès de symboles dans ce roman. Peu de temps avant que le mouvement symboliste ne vienne s'opposer au naturalisme avec Huysmans et son roman À rebours en 1884 qui met en scène le personnage des Esseintes, un aristocrate névrosé qui se retire du monde pour vivre replié sur lui-même dans un décor artificiel. Pour le personnage des Esseintes, la société moderne est vulgaire, bruyante, matérialiste. Il vaut donc mieux s'éloigner du monde extérieur et vivre dans un monde intérieur, esthétique et mental. La quête identitaire devient alors purement esthétique, voire mystique. Mais comme pour Baudelaire, cette quête aboutit à un échec. Le livre se termine sur la phrase « Il fallait se résigner à reprendre contact avec les hommes et à supporter la vie contemporaine. » Stéphane Mallarmé rejette l'identité personnelle dans sa poésie. Le moi autobiographique disparaît au profit d'une poésie purement intellectuelle, impersonnelle, détachée des émotions individuelles. Le monde est fait pour aboutir à un beau livre, dit-il. Ce n'est pas le moi du poète qui compte, mais l'œuvre, ce qu'il appelle le verbe. Mallarmé est à la recherche d'une identité dissoute dans le langage. L'être ne se révèle plus que par l'expérience vécue, par la forme poétique. L'identité devient une figure abstraite que le poème tente d'atteindre. Le fameux poème Un coup de dé jamais n'abolira le hasard montre cette tension entre le silence, le vide, le sens et l'identité poétique possible dans la suggestion. Le langage va prendre le dessus. Ce n'est plus l'auteur qui parle, mais on pourrait dire la poésie elle-même. Le poète s'efface derrière la langue dans une tentative d'épuration du moi dans le langage poétique. Chez Mallarmé, l'identité n'est pas à définir, mais à évoquer, à suggérer, à pressentir dans le silence des mots, ce qui fait toute la complexité de sa poésie. La fin du XIXe siècle voit la naissance d'un personnage extravagant qui va devenir très vite une figure essentielle pour le théâtre moderne, ouvrant la voie au surréalisme et au théâtre de l'absurde. Il s'agit du personnage Ubu, créature d'Alfred Jarry. La pièce Ubu Roi, en 1896, représente une rupture radicale avec le théâtre traditionnel. Le personnage Ubu incarne une caricature grotesque du pouvoir, mélange de bouffonnerie et de cruauté. Ubu est un tyran ridicule, lâche, violent et grotesquement égoïste. Il est l'image de l'autorité, du pouvoir incontrôlé, des institutions et de la corruption, une parodie des dictateurs sans scrupules. Il va s'imposer par son langage absurde, ingénieux, souvent scatologique. Le premier mot de la pièce est merdre, avec un R, hein, merdre. C'est un peu le début des Hernani aussi. C'est un peu la même idée de commencer par une phrase ou ici par un mot qui puisse provoquer le public. S'il fait figure de monstre, il est également assumé par Jarry lui-même, qui le prend souvent comme l'autre qu'il peut voir dans le miroir. Jarry, en inventant la pataphysique, impose une identité instable, scandaleuse, qui veut rompre avec les préjugés de son époque. Il définit la pataphysique comme la science des solutions imaginaires. Et il se permet de se moquer des systèmes de pensée rationnels et des lois scientifiques, en les poussant jusqu'à l'absurde. La pataphysique ne cherche pas à expliquer le monde réel, mais les exceptions, les anomalies, ce qui échappe à toute logique, à toute systématisation. Elle prétend ne rien prendre au sérieux et invente des théories absurdes.
Elle joue sur le langage, le non-sens et la subversion des codes logiques et littéraires dans une démarche éminemment ludique que l'on retrouvera au XXe siècle avec un mouvement comme l'Oulipo, dont on reparlera. En regardant le monde sous un nouvel angle, souvent décalé, se révèle l'absurdité de ce monde. D'autres identités pourraient être mises en avant, et en particulier celles que le patriarcat a voulu associer aux femmes, comme hystériques. C'est dans un débat qui vient de loin sans doute. Le mot hystérie vient du grec ancien hystéra, qui signifie utérus. Et dès l'Antiquité, on considérait que certaines maladies féminines étaient causées par un utérus errant dans le corps. C'est la fameuse théorie de l'utérus vagabond d'Hippocrate. Il disait, on écrivait, que l'utérus se déplaçant dans le corps de la femme dérangeait les autres organes. Et donc l'idée d'hystérie comme maladie proprement féminine a traversé les siècles, jusqu'au XIXe siècle. Dès que la femme avait des symptômes tels que crise de nerfs, convulsions, ou des comportements considérés comme excessifs ou irrationnels, on parlait d'hystérie. Pour Cabanis, médecin français du XIXe siècle, la nymphomanie était causée, je cite, par l'inflammation lente des ovaires et de la matrice, maladie dégradante par ses effets, qui transforme la fille la plus timide en une bacchante et la pudeur la plus délicate en une audace furieuse. Il écrit ça en 1815 dans son rapport du physique et du moral de l'homme. Les travaux de Charcot, neurologue français, sur l'hystérie à l'hôpital de la Salpêtrière, souvent en lien avec les patientes femmes, sont connus. Et Sigmund Freud a relié l'hystérie à des conflits psychiques inconscients, souvent d'origine sexuelle. Combien d'écrivaines ont été moquées? Combien ont dû renoncer à l'écriture? Combien se sont cachées derrière des pseudonymes masculins où on signait leurs œuvres avec le nom du mari? Emma, le personnage de Madame Bovary, souffre d'un mal de vivre, d'ennui, d'aspirations romantiques irréalistes. Ses désirs frustrés, ses aventures amoureuses, son instabilité émotionnelle ont souvent été lus par ses contemporains comme des symptômes d'hystérie, selon les conceptions médicales de l'époque. Nana, le personnage d'Émile Zola, courtisane au destin tragique, incarne une sexualité excessive et destructrice. Elle a été perçue comme une figure de femme hystérique, corrompue, qui détruit les hommes. Mais déjà, avant la ferveur, on pourrait dire, pour les sciences, certains écrivains romantiques avaient créé des personnages féminins soumis à l'émotivité, à l'hypersensibilité, à la névrose. Et souvent, ces récits proposaient une vision misogyne de la femme souffrante, hystérisée par amour. Même les personnages de femmes de Madame de Staël dont on a parlé, Delphine et Corinne, ont souvent été associés à des hystériques, alors que Madame de Staël prétendait justement briser le lieu commun, comme ce fut le cas pour George Sand, qui pourtant propose des héroïnes autonomes, éloignées des stéréotypes médicaux. On pourrait également évoquer la quête de l'identité associée à l'ailleurs, au voyage, ce qui sera un thème essentiel pour les écrivains de la Belle Époque, nous le reverrons quand on parlera du XXe siècle. Mais chez Jules Verne, le voyage n'est pas seulement géographique, il est aussi introspectif. Les héros partent à la découverte du monde, mais souvent aussi à la recherche de leur propre identité qu'ils construisent ou découvrent en chemin. Michel Strogoff, messager du tsar, est confronté à l'épreuve du courage, du devoir, de la souffrance. Ce parcours le transforme. Il passe de simple fonctionnaire à héros national, découvrant une identité héroïque par l'action et le dépassement de soi. Ou dans Les Enfants du capitaine Grant, où la quête du père est une quête de filiation et d'identité familiale. Certains personnages chez Verne cachent ou transforment leur identité, soit par choix, soit par nécessité. Cela pose la question de l'authenticité de soi, mais aussi du rôle social. Comme pour Monte Cristo ou Jean Valjean, ces personnages changent d'identité pour échapper à la justice ou à leurs ennemis. Ils deviennent autres
Et cette transformation pose la question de ce qui fait une identité. Est-ce le nom, l'histoire, le contexte social, le regard des autres? Y a-t-il une vérité dans un siècle qui voit le développement des sciences et du progrès? Pour Jules Verne, la science est un moyen d'émancipation, mais elle peut aussi mettre en danger l'équilibre humain ou identitaire. C'est le cas du capitaine Nemo. Dans 20 milieux sous les mers, Nemo est un homme qui a renié son identité sociale. On ignore son vrai nom, sa nationalité, son passé. Il s'est recréé une identité dans l'ombre en opposition au monde terrestre. Son nom même, Nemo, signifie personne en latin, souligne cette négation ou cette reconstruction volontaire de soi. La littérature de Jules Verne est riche en personnages aux identités culturelles multiples ou qui remettent en question leur appartenance. Ainsi, parler de l'identité, c'est parler d'un langage, de l'acceptation ou du refus d'appartenir à un groupe, un collectif, une manière d'exprimer les tensions sociales, sexuelles et politiques d'une époque. Finalement, en conclusion, je dirais que nous pouvons voir comment chaque génération, qui est plus ou moins en phase avec les différents mouvements littéraires, a construit une identité particulière. Le romantisme à partir de l'expression du moi, le réalisme à partir de l'idéologie de la représentation, le symbolisme en plaçant l'esthétique au-dessus de tout, et la modernité poétique faisant de l'écriture, avec la figure du poète maudit, un combat contre l'institution littéraire. En fin de compte, la littérature nous montre qu'il n'y a pas d'identité fixe, qu'elles sont instables et qu'elles évoluent au fil du temps. Pour les romantiques, l'individu est à la recherche d'une identité qui le libère d'une crise intérieure profonde. L'identité devient un objet d'exploration intérieure, souvent douloureux, comme le René de Chateaubriand, un héros mélancolique et isolé, ou comme Obermann, une méditation sur l'ennui, le vide existentiel. Musset et Lamartine exaltaient le moi, mais aussi les blessures de ce moi. De plus, le romantisme a créé une nouvelle identité sociale, celle de l'artiste libre, dont le statut se définit par sa culture et son génie, et non plus par son héritage familial. Pour le roman réaliste et naturaliste, l'identité est le plus souvent sociale et se construit dans la lutte des classes. L'individu est vu comme le produit de son milieu, de ses origines sociales, de ses ambitions. L'identité se transforme au contact avec la société. Exemple, personnage de Rastignac dans Le Père Goriot de Balzac, un ambitieux qui cherche à se forger une identité mondaine, ou le personnage de Frédéric Moreau dans l'éducation sentimentale de Flaubert, dont la quête identitaire est vouée à l'échec, ou encore Étienne Dantier, dont on a parlé dans Germinal de Zola, où l'on voit naître une identité militante. L'identité est alors liée aux structures sociales. Elle se construit, se déforme ou se détruit selon les rapports de force économiques, moraux, politiques. Et s'il existe une identité féminine, elle se construit dans le conflit entre désir personnel, rôle social et répression patriarcale, comme dans Madame Bovary de Flaubert. Emma aspire à être autre chose qu'une épouse, mais elle échoue. Dans Une vie de Maupassant, Jeanne voit son identité détruite par la société. Finalement, le personnage du but à la fin du siècle n'est pas un homme en quête de soi, mais un être désindividualisé qui pousse à l'extrême les logiques du pouvoir, de l'absurde et de la violence. Alfred Jarry d'ailleurs, avait proposé une mise en scène avec des marionnettes à la place des acteurs. Chez Jarry, la quête identitaire ne mène pas à la vérité intérieure, mais à la comédie dramatique d'un monde où l'homme est la caricature de lui-même. Je suis le roi maintenant, je fais ce que je veux, dit Ubu. C'est une critique du pouvoir qui broie les identités pour les vider de toute éthique. Ubu annonce sans doute les violences qui vont marquer le XXe siècle, et donc nous verrons la prochaine fois le XXe siècle et tout ce qui, d'une certaine façon, vient de ce XIXe siècle. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. Je vous remercie.
Je ne sais pas. Merci. Très intéressant. Il y a quelqu'un? Je sais pas. Bravo. Bonjour. Très chouette. Bonjour. À la semaine prochaine. On Très va bien. essayer. S'il y a des questions, je voulais des doutes ou quelque chose, j'ai encore un petit moment. Non, Non?